Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, renvoyé devant la chambre criminelle, Ousmane Sonko disqualifie le juge. Oumar Maham Diallo a passé sous silence tous les éléments à décharge selon le leader du PASTEF. Grève des transporteurs, le mouvement se poursuit en rang dispersé. Certains syndicats déclarent vouloir poursuivre la grève. D'autres routiers, en revanche, ont préféré reprendre le volant. On fait le point dans cette édition. Dans l'actualité également, la rentrée académique du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Les compétences civiles et militaires seront nécessaires pour faire face à l'insécurité sous-régionale, selon le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a présidé la cérémonie. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Affaire Suite Botti, le doyen des juges est partisan selon Ousmane Sonko. L'opposant, vous le savez, renvoyé devant la chambre criminelle, a disqualifié le juge Maham Diallo en mission commandée. Propos tenus par le leader du parti PASTEF ce matin lors d'une déclaration de presse. Habib Faye. La justice sénégalaise a ordonné le renvoi de l'opposition devant un tribunal criminel pour viol présumé d'une employée d'un salon de beauté à Adji Sarr. Ce matin, le leader de PASTEF, les Patriotes, a tenu à apporter des précisions sur cette affaire qui date depuis 2021. Ousmane Sonko insiste sur un éventuel complot. Depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé sous prétexte de faire des travaux au tribunal à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. Ousmane Sonko doute de la crédibilité de Oumar Maham Diallo, le doyen des juges en charge du dossier. Il l'ajoute désormais sur sa liste d'ennemis. Il persiste et signe que ce dossier est vide. Déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. Cependant, comme en 2021, Sonko convoque son droit à la résistance, non à l'injustice, son cri de cœur. J'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel à la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu'ils veulent à la loi et ils pensent que ça va continuer à passer dans ce pays. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Selon lui, sa candidature est irréversible en 2024. Sur ce, il invite ses militants. L'avocat de la partie civile demande à Ousmane Sonko d'aller répondre devant le juge. Maître El Hadj Diouf, en conférence de presse cet après-midi, appelle à la jeunesse sénégalaise de ne pas répondre justement à l'appel lancé, l'appel à la résistance lancé par Ousmane Sonko. Voici Maître El Hadj Diouf. Du dossier, c'est une réflexion personnelle d'un leader de parti, c'est que un renvoi devant un tribunal, n'importe lequel, comme les chambres criminelles, ne signifie pas
une condamnation. Celui qui est renvoyé devant un tribunal, il est présumé innocent. Et il doit se défendre. Donc on ne peut pas demander au peuple sénégalais de descendre dans la rue, de perturber le fonctionnement normal des institutions, de faire un coup d'État. Parce que tout simplement, il y a un Sénégalais qui est convoqué pour aller se présenter devant la justice en étant toujours présumé innocent. Il y a eu trop de discours, trop de problèmes, trop de pression, trop de manipulation dans le dossier. Donc s'il y a un procès public, si la télévision est là, on ne pourra pas dire que le procureur a comploté. L'actualité, c'est aussi la grève des transporteurs en rang dispersé, mais tout de même les perturbations dans le secteur continuent. Certains syndicalistes appellent à la poursuite du mouvement. Fatima Touré. Les syndicats des transporteurs affiliés à la CNTS se veulent clairs. La grève est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Je demande à tous les camarades de maintenir le cap, continuer d'immobiliser les véhicules. Nous allons poursuivre le bras de fer contre l'État et ses mesures. Appelés à la table de négociation ce matin par la tutelle, les camarades de Gorokhouman se disent partants, mais après consultation de leur base. Nous sommes convoqués à une réunion 11h. Mais après concertation entre responsables, nous avons dit oui, nous sommes d'accord pour répondre. Mais comme il y a des responsables absents, que l'autorité puisse décaler un peu pour qu'on puisse se concerter pour ne pas créer des erreurs et répondre l'autorité à la table de négociation. Au sortir de ces négociations, une évaluation sera faite en vue de voir la suite à donner à cette grève entamée depuis 2 jours. À la réaction, à la sortie de la négociation, on pourrait dire la suite. Très déterminés, ces transporteurs routiers restent droits dans leurs bottes. Ils se disent satisfaits des 2 jours de grève pour s'insurger contre les 22 mesures prises par l'État du Sénégal après l'accident survenu à 6 kilos. Fatima, d'autres chauffeurs ont déjà repris le volant. C'est le cas des routiers de Touba qui demandent d'être impliqués dans les négociations. Vous avez entendu Pape Balaguer dans notre précédente édition. Après, suite aux accidents de 6 kilos et de Sakal, la démission de Mansour Faye est réclamée, vous le savez, par une frange de l'opposition, réplique des membres de Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis qui disent niet, leur porte-parole avec notre équipe dans le nord du Sénégal. Mais on ne peut pas comparer les 2 cas. Ici, ce sont des bus privés qui appartiennent à des tierces personnes, conduits par des chauffeurs privés qui ne sont pas recrutés par l'État. Et ce sont ces 2 bus qui ont eu ce choc. On ne peut même pas accuser l'État de la route parce que ça s'est passé dans une zone où il n'y a aucun nid de poule sur cette route. La route est carrossable avec aucune défaillance, aucune défectuosité. Je pense que quand même comparer les 2 n'est pas comparable. Mais nous comprenons aisément qu'une opposition en perte de vitesse qui est abonnée à la manipulation, le fait de ne pas dire des choses, qui ne sont pas habitués à dire la vérité, qu'ils veulent quand même profiter de cette situation. Mais comme l'a dit dans la déclaration préliminaire notre camarade, l'honorable député Aminata Gueye, Mansour Faye a la légitimité, il a aussi la compétence qu'il a prouvée à ses fonctions étatiques, mais aussi à ses fonctions municipales.
L'autre grand titre de cette édition, l'environnement sécuritaire de la sous-région est devenu volatile au regard de la menace terroriste, d'où l'importance d'avoir des compétences aussi bien militaires que civiles pour y faire face. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a présidé la rentrée académique du Centre des hautes études et de défense et de sécurité, compte rendu d'Issa Prera, Youssou Barro. La menace terroriste est de plus en plus grande au Sénégal, mais aussi sur toute la sous-région. Une situation qui convoque de nouveaux défis en matière de sécurité. Ces défis sont susceptibles de conduire à des situations difficiles, pouvant exposer des pays de la sous-région de façon permanente au risque d'instabilité politique et au chaos socio-économique. D'une approche strictement basée sur la défense nationale à l'aube des indépendances, l'État du Sénégal a aujourd'hui totalement changé de stratégie. Une nouvelle stratégie plus adaptée aux enjeux géostratégiques du moment. Le concept de défense et de sécurité nationale de 1970, conçu pour faire face à des menaces classiques, était devenu inadapté au contexte sécuritaire actuel très changeant, au nouvel environnement géostratégique et à la multiplication des menaces devenues asymétriques. Lutter contre le terrorisme au Sahel, symbiose entre l'État et les autres acteurs de la sécurité, c'était le thème de la leçon inaugurale pour la rentrée académique du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Conférence africaine pour la paix à Nouakchott, des oulémas appellent les dirigeants africains à mieux impliquer les jeunes. Objectif, éviter une frustration qui les conduirait vers les groupes djihadistes. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Chérif Dia, Aliou Diagne. C'est l'un des panels les plus attendus de la conférence africaine pour la paix à Nouakchott. Les participants, des jeunes et des oulémas, une sorte de dialogue intergénérationnel où la parole a été libérée pour soigner les maux du continent. Les jeunes imams, les jeunes prêcheurs comme je suis, vraiment de parler à nos frères jeunes, parce que le jeune est plus à l'aise quand il écoute son semblable jeune. Il y a l'ignorance, parce que c'est des jeunes qui se disent qu'ils combattent pour l'islam, ils combattent pour la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Ils combattent pour le diable, ce n'est pas pour l'islam. De deux, il y a aussi la pauvreté. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui ne sont même pas religieux, mais qui sont dans ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas religieux lui-même. Ce n'est pas une histoire de Dieu ou une histoire de religion, mais c'est une histoire de comment je vais survivre, comment je vais vivre, comment je vais subvenir à mes besoins. Donc, vous allez qu'il va aller dans ces mouvements-là. Donc, je pense que si nous arrivons à régler ces deux problèmes-là, on pourra vraiment éradiquer ce fléau qui mine notre continent. Ce fléau, c'est l'extrémisme violent. Les groupes djihadistes profitent de la vulnérabilité des jeunes pour les enrôler. D'où la nécessité de les sensibiliser sur ce danger qui les guette. Sensibiliser les jeunes pour leur expliquer c'est quoi la violence et pourquoi on ne doit pas s'engager à la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, pour lutter contre la violence, il faut d'abord répondre aux attentes des jeunes. Et la première attente, c'est avoir une bonne éducation. Et je pense que les États doivent s'investir davantage dans l'éducation, dans la formation professionnelle et qualifiante. Et surtout, trouver des emplois pour les jeunes. Il y a la résolution 2250 du système des Nations Unies qui demande aux pays d'impliquer les jeunes dans le cadre de la paix. Ce dialogue intergénérationnel a été l'occasion pour les représentants des jeunes Africains d'exposer leurs doléances aux États. Ils veulent être mieux impliqués dans les pouvoirs de décision. Ils n'ont pas été associés, ils n'ont pas été impliqués dans les prises de décision. Et nous, en tant que vice-président de la jeunesse africaine, nous sommes en train de conscientiser les chefs, lancer une alerte, lancer notre voix à travers les chefs d'État puissent comprendre que les jeunes veulent s'asseoir à table et négocier avec les chefs d'État pour que les chefs d'État puissent prendre compte de leur agenda la question de la jeunesse. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité sans associer les jeunes et les femmes. L'appel de Nouakchott est ainsi lancé. Un peu plus tôt, les femmes avaient fait le même plaidoyer pour une Afrique de paix, mais aussi émergente. Une émergence portée par sa jeunesse qui représente 65% de la population. Chérif, plaidoyer porté également par Cheikh Tidiane Gadio. L'ancien ministre des Affaires étrangères a participé à cette conférence. Le voici avec Chérif Dia. Si l'Afrique est la première au monde dans
une question précise, c'est la question de la jeunesse. La Chine vieillit, l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit. Il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui rajeunit chaque jour. 70% de jeunes sur 1,3 milliard d'habitants, ça veut dire 1 milliard de jeunes. Avec 1 milliard de jeunes, comme disait un de mes regrettés amis aussi, un grand agronome, il dit 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras pour déplacer les montagnes, pour lever tous les obstacles, pour régler la question de l'agriculture, pour régler toutes les questions qui gênent le développement de l'Afrique. Mais ça veut dire qu'on reconnaisse à ces jeunes un autre destin que le destin malheureux qui est parfois fait aux jeunes en Afrique. Ces jeunes aujourd'hui sont dans une posture de révolte. Ces jeunes sont parfois dans une posture de vulnérabilité. Et ils sont attirés par des marchands d'illusions, par des soi-disant djihadistes terroristes, par des passeurs pour la migration clandestine, pour l'exode. C'est comme s'ils étaient poussés à commettre un exode, quitter leur continent. Qui veut quitter son continent? Ces jeunes ont décidé de ne plus accepter d'être les riches les plus pauvres du monde et les pauvres les plus riches du monde. C'est ça la révolte des jeunes. Nos leaders sont interpellés. Promotion des matières scientifiques dans nos établissements. Les mathématiques demeurent une bête noire pour bon nombre d'élèves au baccalauréat, par exemple. Les candidats scientifiques sont jugés minimes. Marie Taounian pour un meilleur équipement des blocs scientifiques. Le professeur animait une conférence sur les maths au collège Marc Perrault. C'est au Mariste à Dakar. Compte rendu Aminata Maresso. Le professeur Marie Taounian accueilli en héros. Comme dans un cours magistral, le professeur en mathématiques rappelle quelques règles d'or à ses élèves de l'institution Marc Perrault, des collégiens sublimés par la présentation. Toujours l'élève, comme l'étudiante et l'étudiant, lorsqu'il entre dans un cours de mathématiques, c'est avec envie qu'il devrait le faire. Et quand il sort d'un cours mathématique, il devrait regretter que le cours se termine. Donc on doit être heureux dans un cours de mathématiques et ça c'est le rôle du professeur d'utiliser à la fois l'environnement de l'élève, la culture de l'élève, d'utiliser aussi les moyens modernes qu'offre aujourd'hui le numérique qu'on retrouve aussi bien dans Internet, qu'on retrouve au niveau des réseaux sociaux pour aider à comprendre, pour aider à faire aimer, pour aider aussi les élèves parce que les élèves n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension. La conférence terminée, l'hôte du jour est invité à une visite. Ici, un laboratoire scientifique pour initier les élèves aux expériences. On devrait démystifier l'erreur en mathématiques. Nous tous, nous faisons des erreurs. C'est parce que nous faisons des erreurs que nous sommes devenus mathématiciens, que nous réussissons. Nous ne publions que ce qui est réussi. Nous ne publions pas ce qui n'a pas réussi. Et il est important que les enfants le comprennent et leur dire que dans ce monde, les métiers d'avenir, les grands métiers, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les questions sociales et humaines, vous avez les mathématiques derrière. Et c'est en faisant des mathématiques qu'on se donne toutes les chances de réussir sa vie pour le futur. Le plaidoyer du professeur reste le même, faire aimer les mathématiques, mieux outiller les établissements scolaires. Au niveau supérieur, il faut donner la chance de réorienter des élèves qui ont choisi des filières littéraires dans des métiers scientifiques à faible intensité de mathématiques et de sciences. Et cela est possible. Je ne vois pas de raison qu'un élève de S2 ne puisse pas faire l'agriculture. Évidemment, pour encourager les élèves à faire des maths, il faut faire un effort dans l'enseignement du français. Évidemment, le point de départ, c'est, moi, ce qui aurait été mieux, commencer par la langue maternelle. Mais dès lors qu'on enseigne le français, il faut faire l'effort dans l'enseignement du français pour que les élèves comprennent mieux les mathématiques. Sur la banderole, l'intitulé de la conférence, un message fort aux nombreux élèves et enseignants de l'institution Marc Perrault, venus nombreux assister à la présentation tenue dans l'enceinte du collège.
Merci Aminata. Élargissement de l'offre de certification professionnelle. Ziguinchor accueille la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience. Le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat va à travers ce volet permettre aux jeunes porteurs de compétences professionnelles non issus d'écoles de formation de disposer de certifications professionnelles. Un atelier de formation des tuteurs professionnels s'est tenu dans le sud. Écoutons Ismaïla Diouf, point focal du programme avec notre équipe à Ziguinchor. La mise en œuvre de la VAE. La VAE, c'est un dispositif, c'est une modalité de certification qui a été intégrée au dispositif de certification au Sénégal. Maintenant, avant, pour avoir un diplôme, les gens passaient par l'école. Et on s'est dit qu'il y a des gens qui ont des compétences, qui maîtrisent les métiers et qui n'ont pas de diplôme. Maintenant, nous comptons, cette modalité compte leur octroi des diplômes sur la base de leur expérience. Et c'est ce qu'on a appelé la validation des acquis de l'expérience. Cette modalité est en train, on veut la mettre en œuvre. Et pour cela, on a besoin de former les acteurs du niveau déconcentré. Parce qu'il serait trop compliqué pour les candidats éventuels de passer à la DEC-PC chaque fois, aller à Dakar. On s'est dit il faut qu'au niveau déconcentré, on forme des acteurs à la base de l'IA, des acteurs de la Chambre des métiers, des formateurs, pour qu'ils puissent étudier au niveau déconcentré les demandes de VAE. Paiement des factures d'électricité des municipalités. Le ministre des collectivités territoriales a initié des rencontres pour trouver des solutions définitives à ces difficultés. La Société nationale et les collectivités locales ont organisé cette rencontre. Plus de détails avec le directeur général de la Sénélec, Papa Demba Biteye. Entre Sénélec et les communes, c'est une longue tradition. Et on a des mécanismes de compensation qui nous permettent aujourd'hui, à chaque fois que c'est nécessaire, avec surtout le soutien du ministre des Finances et du Budget. Et je pense que le nouveau ministre des collectivités, M. Mamadou Talla, a initié des rencontres qui nous permettront de trouver des mécanismes qui vont régler définitivement les problèmes de paiement et de collecte que nous avons entre nous. Parce que comme vous le savez, Sénélec collecte la taxe pour les communes, mais également les communes doivent à Sénélec les factures de l'éclairage public. Donc aujourd'hui, c'est une compétence qui est transférée et c'est aux communes d'avoir cette responsabilité. Mais heureusement, nous avons entre nous deux le ministre des Finances qui est là et qui, chaque fois que c'est nécessaire, met en place le mécanisme qui permet à chaque partie de s'y retrouver, eux pour la collecte de leur TCO, Sénélec pour le paiement des factures d'éclairage public et des bâtiments aussi qui abritent certaines activités de la commune. Visite de la directrice générale de l'opérateur Expresso au Sénégal au groupe Futur Média. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat qui lie les deux structures. Voici Fatou Soukan avec Ibrahim Khan. Pour moi, c'est une visite de courtoisie. Je viens rendre visite à des frères et des sœurs, mais également une visite de partenariat que l'on souhaite renforcer avec le groupe Futur Média sur plusieurs angles. Je pense que nos métiers se retrouvent sur un point, d'autant plus qu'on est tous dans la communication. C'est vrai que nous sommes dans les télécoms pour parler spécifiquement de notre métier, mais le groupe Futur Média, dans son métier aussi et dans les communications, il fortement aura besoin des télécoms pour faire sa mission correctement. On a une vision stratégique. Aujourd'hui, le groupe Futur Média est riche de par son contenu, aussi bien télé qu'à la presse écrite, à la radio, etc. Aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateur télécom, comme j'ai l'habitude de le dire, on transporte du contenu. Donc, on a en face de nous des utilisateurs qui sont sur le digital,
qui sont sur les réseaux sociaux, qui utilisent l'Internet et qui ont besoin forcément de contenu. Donc, dans ce sens, on peut avoir un partenariat stratégique avec le groupe Futurs Médias qui nous permettra de véhiculer les contenus qu'il faut et que les contenus qui pourront servir également à notre clientèle. Je dirais même clientèle commune. Venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction et on s'intéresse ce soir au livre Amadou Mokhtar Mbow, Un siècle qui éclaire l'avenir. Note de lecture, Ibou Diouf. Un ouvrage en guise d'hommage au centenaire, le professeur Amadou Mokhtar Mbow. Des pages consacrées à un homme dont le vécu a marqué le temps. Ce qu'on appelle les actes de la célébration du centenaire du patriarche Amadou Mokhtar Mbow, non seulement au Sénégal, mais en Afrique et dans le reste du monde. Un livre qui parle du trésor humain vivant, un leader et un intellectuel engagé. Il dépasse les actes traditionnels, puisqu'il y a des expositions, d'autres témoignages, il y a des poèmes et des documents utiles pour ceux qui veulent et celles qui veulent continuer à exploiter cet itinéraire. 274 pages qui ont permis à d'autres auteurs d'évoquer quelques moments forts de la vie de l'homme Amadou Mokhtar Mbow. Toute vie est une vie, c'est dans la charte du Kourkang Fouga. On peut dire aussi que toutes les vies ne pèsent pas le même poids. Et cette vie pèse un poids très lourd. Et je crois que cette publication va aider pour ceux qui veulent réfléchir sur le présent, qui veulent réfléchir sur le passé et qui veulent réfléchir sur le futur. Quelques écrits pour montrer que le patriarche est devenu au fil du temps un citoyen du monde loué à travers la planète. C'est que ces documents soient utilisés pour l'éducation, pour la recherche. Parce que les histoires de vie, c'est très utile, c'est très éducatif. Je pense que le fait d'avoir même donné la parole à des jeunes dans ce volume est très utile. Et je crois que c'était d'ailleurs à l'époque une des faiblesses qu'on nous avait soulignées pour les assises nationales. Fêter un centenaire, cela n'arrive pas tous les jours. Aussi, la célébration du patriarche Amadou Mokhtar Mbow a revêtu la double figure de la longévité et de l'espoir d'être une vie susceptible d'être citée en exemple. Merci Yobou. Et puis un mot de sport, championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal a perdu son deuxième match de groupe face à l'Ouganda, 1-0, une défaite qui oblige les Lions à faire un résultat face à la RDC dimanche prochain. Cher Tidiane Diao. Alors nous, on va continuer notre chemin. On sait qu'il reste un match, tout est jouable pour les 4 équipes. Malgré cette défaite, le Sénégal garde toujours son destin en main pour son 3e match de poule face à la RDC. La compétition, c'est 3 matchs de poule. Aujourd'hui, il nous en reste un et on a des compétiteurs et voilà, on va se relever. On ne va pas rester sur ce sort à se dire voilà. Donc voilà, on va se relever très très vite et commencer le travail dès demain, les laisser. Course hippique, la nouvelle saison va démarrer le 29 prochain. Une annonce du président du CNG, Cheikh Niang, reconduit pour un mandat de 2 ans. Il appelle à l'union. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. J'ai pris l'engagement de refaire encore la même chose que j'avais fait l'année dernière pour parfaire cette mission. Nous avons beaucoup travaillé à l'intersaison au niveau de l'étranger, comme on l'avait instruit les autorités, mais aussi nous avons beaucoup travaillé en relation avec les propriétaires sur place. Et nous avons fait une saison exceptionnelle. Nous avons les résultats et nos rapports. Là, on ne discute pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons pris l'engagement d'organiser cette saison pleinement avec les propriétaires, plus particulièrement, parce que c'est eux qu'il s'agit. Nous allons afficher les prix qu'il faut pour accompagner les propriétaires, mais aussi accompagner tous les membres de la filière. Voilà, donc on mettra les prix qu'il faut, on va vous accompagner, organiser les grands prix qu'il faut, et éventuellement faire en sorte que vraiment cette saison soit une saison exceptionnelle. Nous allons nous faire en sorte que dès le 29 du mois, nous allons démarrer la saison dans des conditions exceptionnelles. Nous allons apporter tout ce qu'on peut pour faire plaisir à ces amateurs et ces entraîneurs. Nous allons mettre de très bons prix, c'est-à-dire on va améliorer les prix affichés, mais aussi apporter notre contribution pour
toute la saison, que tout se passe convenablement à la surprise de tout. Nous allons inviter tous les propriétaires et amateurs de venir autour de l'essentiel. Nous allons travailler ensemble, humblement, au profit de tous les acteurs de la filière équine. Voilà, et pour cela, j'invite tout le monde, sans exception. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité, le journaliste Pape Fall. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.